Pourrait être russe un jour, comme il ne pourrait pas être russe. C'est la dernière phrase choc de Donald Trump. Pour le président américain qui fait de la fin des conflits armés l'une des lignes directrices de son mandat, peu importe l'issue de la guerre en Ukraine, une compensation doit être donnée aux États-Unis pour son aide apportée à Kiev. Nous avons mis tout cet argent là-bas et je dis que je veux le récupérer. Je leur ai dit que je voulais l'équivalent de 500 milliards de dollars de terres rares. Et ils ont accepté. Au moins comme ça, on ne se sent pas idiot. Quand on dit qu'écouter les impérialistes est toujours fatal, ils avaient parlé d'aide, ils avaient parlé d'un soutien inconditionnel. Voilà Donald Trump qui arrive et dit que même l'aide qu'on a déjà donnée, vous allez rembourser. Et vous allez rembourser même plus que ce qu'on vous a donné comme aide. Le président Donald Trump, qui a pris l'habitude d'insulter tout le monde, d'exiger tout de tout le monde, comment est-ce que quand il parle à quelqu'un qui a son niveau, il se calme? Il est très poli, très courtois. On a là Donald Trump qui dit, je cite, je viens d'avoir un appel téléphonique long et très productif avec le président russe Vladimir Poutine. Nous avons discuté de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de la puissance du dollar et de divers autres sujets. Nous avons tous deux réfléchi à la grande histoire de nos nations et au fait que nous avons combattu ensemble avec tant de succès pendant la Seconde Guerre mondiale. En nous rappelant aussi que la Russie a perdu des dizaines de millions de personnes et que nous en avons perdu autant. Nous avons chacun parlé des points forts de nos nations respectives et du grand avantage que nous allons tirer de notre collaboration. Mais d'abord, comme nous en sommes tous les deux convenus, nous voulons mettre un terme aux millions de morts qui ont lieu dans la guerre avec la Russie et l'Ukraine. Le président Poutine a même utilisé ma devise de campagne très forte, le bon sens. Nous y croyons tous les deux très fermement. Nous avons convenu de travailler ensemble en étroite collaboration, notamment en visitant nos nations respectives. Nous avons également convenu de nos équipes respectives entameront immédiatement des négociations et nous commencerons par appeler le président ukrainien Zelensky pour l'informer de la conversation, ce que je vais faire immédiatement. J'ai demandé au secrétaire d'État Marco Rubio, au directeur de la CIA John Ratcliffe, au conseiller de la sécurité nationale Michael Waltz et à l'ambassadeur et envoyé spécial Steve Witkoff de mener les négociations qui, j'en suis convaincu, seront couronnées de succès. Des millions de personnes sont mortes dans une guerre qui n'aurait pas eu lieu si j'avais été président. Mais elle a eu lieu. Elle doit donc cesser. Aucune vie ne doit plus être perdue. Je tiens à remercier le président Poutine pour le temps et les efforts qu'il a consacrés à cet appel et pour la libération hier de Mark Fogel, un homme merveilleux que j'ai personnellement salué hier soir à la Maison Blanche. Je suis convaincu que ces efforts aboutiront à une conclusion heureuse. Bientôt, je l'espère. Vous avez noté la différence de ton? Vous avez noté la manière dont il parle? Oui, on le sait. On le sait. Ce n'est pas Donald Trump qui a écrit cela. Il a toute une équipe chargée de la communication et il a fait une sorte de rapport. On lui a proposé ensuite un truc qu'il allait publier. On le sait. Mais malgré tout, est-ce que vous voyez la politesse avec laquelle il a parlé? Vous voyez la courtoisie avec laquelle il a parlé de ça? Il n'a pas mis Poutine en dessous de lui comme il a l'habitude de faire. Il n'a pas été condescendant en parlant de la Russie. Il n'a pas été condescendant en parlant des échanges qu'ils ont eus. Au contraire, on dirait même qu'il y a une forme d'admiration, que nous avons parlé longuement de comment est-ce qu'on a travaillé ensemble durant la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Ça change, n'est-ce pas? Voilà comment les dynamiques se passent lorsqu'on est un pays fort, souverain et qui ne dépendons en rien des États-Unis. J'insiste là qu'ils ont cette conversation. La Russie est sous 17 000 sanctions économiques des États-Unis. 17 000. Je ne sais même pas d'où peuvent provenir autant de sanctions économiques. Je ne sais pas. C'est 17 000 quand même. Et la Russie s'en sort très bien. Malgré 17 000 sanctions économiques, la Russie est la 4e puissance économique du monde. Donc le message, il est clair. On parle d'égal à égal ou on ne parle pas. Et Trump l'a compris. C'est beau. La personne qui a l'habitude de s'agiter, quand il sort des trucs comme ça fait un truc bizarre là. Donc c'est possible. Donc il n'est pas arrogant envers tout le monde. C'est vraiment un rapport de force. Quand vous lisez ça, vous comprenez. Et vous voyez que ce genre de discours, c'est seulement pas écrit qui peut le faire. Parce que s'il essaye de faire ça durant une conférence de presse, il va péter les plombs et il va réussir à dire quand même une dinguerie. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que le monde se comporte avec toi lorsque tu es dans une position souverainiste. Et c'est beau. C'est ce qu'il nous faut en fait. C'est ce qu'il nous faut. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos.
On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensée Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. On va écouter maintenant le parallèle, ce qu'il est en train de dire de l'Ukraine. Et ça date d'il y a 2 jours à peine. Il pourrait être russe un jour, comme il ne pourrait pas être russe. C'est la dernière phrase choc de Donald Trump. Pour le président américain qui fait de la fin des conflits armés l'une des lignes directrices de son mandat, peu importe l'issue de la guerre en Ukraine, une compensation doit être donnée aux États-Unis pour son aide apportée à Kiev. Nous avons mis tout cet argent là-bas et je dis que je veux le récupérer. Je leur ai dit que je voulais l'équivalent de 500 milliards de dollars de terres rares. Et ils ont accepté. Au moins comme ça, on ne se sent pas idiot. Le président ukrainien avait déclaré être prêt à recevoir des investissements d'entreprises américaines dans ces terres, mais une partie des ressources minérales de l'Ukraine se trouve en zone occupée par la Russie, qui contrôle aujourd'hui environ 20% du territoire ukrainien. Volodymyr Zelensky a longtemps refusé toute négociation pour battre la Russie sur le terrain, mais face à l'avancée des troupes russes et la peur de perdre l'aide américaine, ses contacts avec Washington vont s'intensifier. Il est important pour moi aujourd'hui de me concentrer sur le travail pratique de l'équipe de l'Ukraine et de l'équipe des États-Unis d'Amérique, sur une vision commune, de préférence sur l'essentiel. Bien sûr, il peut y avoir des opinions différentes, mais une vision commune de l'essentiel, comment arrêter Poutine et comment donner des garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Dès vendredi, il sera présent à la conférence sur la sécurité de Munich. Il y rencontrera le vice-président américain J.D. Vance. Le 20 février, 4 jours avant le 3e anniversaire de la guerre, Volodymyr Zelensky recevra la visite de l'émissaire spécial américain Kate Kellogg, chargé d'élaborer un plan pour mettre fin au conflit. Enfin, une rencontre avec Donald Trump est prévue, mais aucune date n'a été fixée pour le moment. Quand on dit qu'écouter les impérialistes est toujours fatal, ils avaient parlé d'aide, ils avaient parlé d'un soutien inconditionnel. Voilà Donald Trump qui arrive et dit que même l'aide qu'on a déjà donnée, vous allez rembourser. Et vous allez rembourser même plus que ce qu'on vous a donné comme aide. Puisque techniquement, c'était pas des aides. C'était pas des aides. Voilà ce qui se passe systématiquement quand on fait confiance aux impérialistes. Vous avez écouté la manière dont il a parlé, non? Vous voyez comment le ton est complètement différent du ton qu'il a utilisé avec la Russie. Voilà. J'espère que la leçon est entrée. Le temps de la comédie semble toucher à sa fin en Ukraine. Trump dit qu'il veut les terres, Poutine dit qu'il veut les terres. Les deux se sont appelés. Comment l'affaire va se terminer? Non, sérieusement, c'est un commentaire qui le dit. Non, sérieusement, est-ce que vous pensiez vraiment que les armes et tout ça là c'était gratuit? C'est une question qu'il faut se poser vraiment. Est-ce que les gens pensaient que c'était gratuit? Ce qui appartient au cinéma reste au cinéma. Que maintenant, voilà l'Ukraine qui est le dindon de la farce. Une personne dit, et l'Europe alors? Ce sont seulement les États-Unis qui doivent recevoir les terres rares. Et l'Europe, on fait comment? Eux aussi, ils ont donné les milliards, non? Vous connaissez mal les États-Unis. Pour eux, c'est le capitalisme d'abord. Donc, pour tout ça, tout ce qui s'est passé durant la guerre là, Zelensky a sacrifié ses soldats pour rien. Vu qu'il va se retrouver perdant à tous les niveaux, à toutes les échelles. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Zelensky est devenu ridicule. Après avoir sacrifié les enfants d'Ukraine, voilà maintenant qu'il va céder. Tout ça pour ça. Comme je disais, il a perdu à tous les niveaux parce qu'il était dans la confiance. Il était dans la confiance que non. N'est-ce pas, l'OTAN avait dit qu'on allait le soutenir. C'est au nom de ce soutien qu'il a brûlé toute sa nation, non? Voilà donc. Je viens de voir là, guerre en Ukraine, ce que vont vraiment négocier Trump et Poutine. Écoutons voir. Mercredi, Donald Trump a annoncé qu'il avait eu un long entretien avec Vladimir Poutine pour parler notamment de l'Ukraine. Le président américain a annoncé des négociations entre lui et son homologue russe. D'où notre question du jour. Aujourd'hui, êtes-vous choqué que Trump et Poutine négocient directement le sort de l'Ukraine? Et pour en parler, je suis avec Patrick Saint-Paul. Bonjour Patrick. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef au service international du Figaro. Première question, les déclarations de Trump d'hier soir, est-ce qu'elles sont surprenantes? Est-ce qu'elles vous ont surpris? Ce qui est surprenant, c'est qu'avant, les chefs d'État prenaient le train et se faisaient ce long voyage pour aller jusqu'à Kiev et s'afficher pour faire une photo avec Zelensky. Et là, on voit que c'est pas Zelensky qui a appelé en priorité pour discuter du plan de paix, mais que Trump discute directement avec Vladimir Poutine, qui est inculpé par la Cour pénale internationale. Et donc, c'est ça qui est un peu surprenant. Et il s'aligne sur un certain nombre
compte des demandes et positions de Vladimir Poutine. Voilà, donc je pense que les premiers surpris, ça doivent être un peu les Ukrainiens qui doivent redouter un peu le scénario du pire pour la suite des négociations. Avec ce qui s'est dit hier, est-ce qu'on s'oriente vers une paix finalement aux conditions de la Russie? Un peu, il y a deux points majeurs. Ce qui est sûr, c'est que c'est oui. Ce sera une paix forcément aux conditions de la Russie, vu que c'est la Russie qui a l'avantage dans ça. Donc, je sais pas ce que le monsieur va dire, mais c'est oui. On s'oriente vers une paix aux conditions de la Russie ou vers une guerre qui sera gagnée par la Russie et à la fin, elle va toujours fixer ses conditions. Donc, autant mieux minimiser le nombre de morts. L'un, c'est l'adhésion à l'OTAN, donc que Donald Trump a complètement exclu. Et l'autre, qui était moins une surprise, c'est l'envoi de troupes américaines au sol. En fait, Donald Trump se désinvestit complètement du dossier ukrainien, dit qu'il veut prendre les terres rares qui sont dans la zone du front en échange des contributions des États-Unis financières et en armes des États-Unis jusqu'à présent, et qu'il laisse aux Européens la tâche de gérer le soutien à l'Ukraine, à la fois financier, en armes et en hommes. Donc c'est une façon de s'aligner sur les positions russes, dans la mesure où il n'y a pas vraiment de garantie de sécurité dans ce scénario pour les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'ils se sont battus depuis le 24 février 2022 pour faire face à cette invasion de grande envergure de Vladimir Poutine, qu'ils ont perdu un certain nombre de territoires, qu'ils ambitionnent récupérer certains territoires et que là, non seulement ils vont pas récupérer des territoires, mais ils n'ont pas de vraie garantie qu'une fois un accord de paix signé, dans quelques années, une fois qu'il aura regroupé ses forces, Vladimir Poutine ne lancera pas une nouvelle offensive pour remplir totalement ses objectifs qui étaient de soumettre totalement l'Ukraine à la volonté russe et de l'intégrer dans son territoire, en fait. Ce n'est pas vrai du tout. L'objectif de la Russie, c'était empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Parce qu'une Ukraine dans l'OTAN menace directement les intérêts vitaux de la Russie. C'est-à-dire que, à force de continuer de grignoter les territoires comme ça autour de la Russie a dit bon, on ne peut pas laisser continuer à faire les choses, donc ça s'arrête là. On arrête tout simplement. On arrête. Et c'était ça le problème initial. C'est pour éviter ce cas de figure où l'OTAN soit tellement devant la Russie que l'OTAN est capable d'anéantir la Russie en quelques heures, qu'ils ont décidé d'empêcher l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN au point de déclencher la guerre. Ça n'a jamais été une affaire d'absorber complètement l'Ukraine. Jamais. La question du jour, êtes-vous choqué que Trump et Poutine négocient directement le sort de l'Ukraine? C'est aussi parce que Volodymyr Zelensky est mis de côté dans ce qu'a annoncé Donald Trump pour l'instant. Il y a eu un coup de fil, il a été beaucoup plus rapide que celui donné à Vladimir Poutine. Oui, il a été beaucoup plus rapide. Alors maintenant, ils se sont vus plusieurs fois déjà, même avant l'investiture de Donald Trump à Paris lors de l'inauguration de la cathédrale de Notre-Dame. Mais là, on est entré dans le vif des négociations et il n'est pas vraiment consulté. Donc c'est ça qui pose problème, je pense. Et puis il n'y a pas, une fois encore, il n'y a pas de garantie de sécurité. C'est-à-dire que tout ce que redoutaient les Ukrainiens, qui était de revenir. On a déjà essayé ces choses-là. Il y a eu le protocole de Budapest qui était censé garantir que les Alliés interviendraient pour défendre l'Ukraine en cas de nouvelle invasion russe après les événements de 2014. Il y a eu une invasion, il n'y a pas eu d'intervention étrangère. On a donné de l'aide et des armes aux Ukrainiens, mais il n'y a pas eu vraiment d'intervention. Parce que vous aviez peur en réalité. Parce que s'il y avait intervention étrangère, une fois de plus, la Russie allait devoir attaquer ces pays-là. Et donc ça allait faire un conflit généralisé. Et à un moment donné, ça allait virer en guerre nucléaire. C'est parce que même dans toute la folie dont l'Occident peut faire preuve, elle est encore au moins consciente du rapport de force. Et que tout le monde allait être perdant si jamais il faisait ça. Et ensuite, l'erreur fondamentale que l'Ukraine a fait, c'était d'avoir fait confiance à l'Occident. Et systématiquement. Même quand il y a eu la possibilité de régler le conflit par des négociations, par des traités, par des signatures et des contrats, c'est toujours le Royaume-Uni,
Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne qui disaient non, ne signez pas, non, n'acceptez pas, etc., etc. Et ce, depuis Angela Merkel. Donc, ça ne date pas de maintenant, depuis 2014, comme il dit. Sous la présidence d'Obama, de Trump, de Biden et de Trump encore. Tous ces gars-là ont refusé. Donc, à un moment donné, il ne faut pas prendre les autres pour des idiots. On parle de déployer des forces le long de la ligne de front. La ligne de front fait 1200 km. Ça veut dire qu'en gros, il faudrait entre 100 000 et 200 000 soldats européens au sol pour, si on voulait sérieusement surveiller la ligne de front. Si on ne le fait pas sérieusement, d'une certaine façon, les Ukrainiens ont déjà donné avec les observateurs de l'OSCE qui étaient là pour compter les points et qui en fait, dont la mission était réduite à relever les violations du cessez-le-feu d'un côté ou de l'autre de la ligne de contact pendant plusieurs années. Donc voilà, on comprend, c'est un peu le scénario de tout ce que les Ukrainiens redoutaient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie garantie de sécurité pour leur garantir qu'une fois la paix signée, tous ces sacrifices n'auront pas été pour rien. C'est-à-dire que si on leur disait, voilà, vous renoncez à des territoires, à tout ce qui a été conquis par la Russie en gros depuis 2014, mais en échange, vous avez la garantie qu'on vous aidera de façon telle à ce que Vladimir Poutine n'envahira plus jamais l'Ukraine, que le pays pourra se développer de façon pacifique et démocratique aux portes de la Russie. Je pense que ça irait très bien aux Ukrainiens. Mais là, cette garantie n'est pas là, parce qu'en fait, il n'y a que la perspective de l'adhésion à l'OTAN qui peut garantir ça. Alors on parle aussi maintenant de l'adhésion à l'Union européenne, de l'article 34 de l'Union européenne qui stipule que les États membres se portent secours d'un autre État membre agressé. Mais alors, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE paraît quand même très lointaine aujourd'hui, parce qu'il faut pas perdre de vue que pendant ces années de guerre, l'Ukraine s'est éloignée de plus en plus des critères d'adhésion à l'Union européenne. Alors, à moins de rabaisser les critères d'adhésion, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas. Voilà, sur le chapitre de la transparence, de la démocratie, de la liberté de la presse, de la corruption, l'Ukraine n'a cessé de reculer sur tous ces chapitres et elle n'est pas du tout prête à respecter les critères d'adhésion à l'UE. Donc, si c'est l'excuse à donner pour ne pas les mettre, c'est tant mieux. Je pense que la Russie accepterait, peu importe la raison que vous donniez, tant que l'influence occidentale n'arrive pas jusqu'à ses frontières. Voilà. L'influence à ce niveau-là. Parce que l'Ukraine dans l'OTAN peut directement avoir des bases militaires et des armements de très très haute puissance aux portes de la Russie. Non, c'est catastrophique. Mal comment elle pourrait intégrer l'UE avant 5 à 10 ans. Voilà. Donc, entre-temps, Vladimir Poutine aura eu le temps de lancer de nouvelles offensives. Comme vous le dites, aujourd'hui les Européens, c'est finalement à eux d'assurer la sécurité de l'Ukraine, puisque les États-Unis vont se désengager. L'Europe n'est pas du tout prête pour ça actuellement. Non seulement elle est pas prête, c'est-à-dire que les États-Unis décident, ce qui va pas aux Européens, c'est que on leur dit qu'on va leur déléguer ces questions et qu'ils sont pas du tout consultés pour la solution, c'est-à-dire qu'ils font pas partie de la négociation. La négociation se fait pour l'instant entre Trump et Poutine et les Européens sont pas consultés. Donc il y a ce problème-là. Plus ensuite la question des moyens. On voit qu'ils sont déjà un peu à bout de souffle sur le soutien qu'ils peuvent apporter à la fois financier et en armes aux Ukrainiens. Sans l'appui des États-Unis, on voit mal comment les Européens peuvent tenir tout seuls. Et une fois encore, si on compte sur eux pour envoyer des troupes pour veiller à cesser le feu le long de la ligne de front, si on prend la fourchette basse, si on prend 100 000 hommes, il y a quoi à peine une dizaine de pays qui sont prêts à envoyer des troupes. Les Allemands n'enverront pas de troupes. La France, par exemple, on sait qu'elle n'est pas en capacité d'envoyer plus de 3 à 4 000 hommes. Donc, si c'est 100 000 hommes qu'il faut. Si c'est 100 000 hommes qu'il faut, on va être loin du compte. On voit, les Polonais éventuellement peuvent, quelques pays
baltes ou des pays d'Europe de l'Est, mais on sera loin du compte pour les 100 000 hommes en tout cas. Alors, je voulais montrer ces images, c'est celle qui date de 2018, la dernière rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il va y avoir une nouvelle rencontre. Donald Trump a dit que ça se passera en Arabie Saoudite et ensuite ils se verront chacun dans leur pays respectif. Oui, ils se sont invités dans leur pays respectifs. Alors la première rencontre aura lieu en territoire neutre, en Arabie Saoudite, et ensuite ils ont l'intention de construire une vraie relation en s'invitant l'un à Moscou et l'autre à Washington, voilà, dans les années ou les mois qui viennent. Oui, ça, est-ce qu'il y a une date? Donc là, c'est une vraie nouveauté. Il n'y a pas de date ni pour la rencontre en Arabie Saoudite, ni pour les invitations dans les pays respectifs. Mais Donald Trump a dit que tout ça devait se faire rapidement, que c'était le début de la négociation, qu'on était dans le vif du sujet maintenant. Donc on imagine qu'au moins le rendez-vous en Arabie Saoudite interviendra dans les semaines ou avant l'été, en tout cas. La question du jour, êtes-vous choqué que Donald Trump et Poutine négocient directement le sort de l'Ukraine? 54% des internautes, c'est quand même assez serré. Oui, on voit que c'est assez serré, mais bon, oui, je pense que les lecteurs du Figaro sont peut-être pas surpris que ce soit les deux hommes forts qui, connaissant leur caractère respectif, qui négocient ensemble sans consulter les autres partenaires. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, il a finalement, c'est ce qu'on entend, est-ce qu'il a tout obtenu de la part de Donald Trump, en tout cas tout ce que lui voulait? Et il n'a pas... Alors, il a obtenu tout ce qu'il pouvait espérer obtenir aujourd'hui. Il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait quand il a lancé son offensive en 2022, puisque ce qu'il voulait, c'était conquérir l'ensemble de l'Ukraine ou, à minima, instaurer à la tête de l'Ukraine un gouvernement à sa botte. Pour l'instant, il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait. Il a obtenu une chose dont on n'a pas parlé, c'est que Donald Trump appelle à l'organisation d'élections en Ukraine, ce qui est quand même une gageure dans la situation actuelle, puisqu'il y a plus d'un tiers de la population du pays qui a fui le pays et de nombreux soldats qui sont déployés sur la ligne de front. On voit mal comment on peut organiser un scrutin dans ces conditions. Donc si c'est un scrutin pour mettre en place une sorte de gouvernement fantoche à la botte de la Russie, oui, à ce moment-là, Vladimir Poutine aura atteint tous ses objectifs. Oui, c'est l'argument de Vladimir Poutine depuis un moment de dire qu'il n'y a pas eu d'élection en Ukraine du fait de la guerre et de la loi martiale, donc Volodymyr Zelensky n'est plus légitime pour diriger le pays. Il a quand même obtenu une des choses les plus importantes qu'il voulait, que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Voilà. Donc Volodymyr Zelensky n'est plus légitime pour diriger le pays. Oui, alors c'est faux parce qu'il y a une disposition dans la Constitution qui le permet et en cas justement d'état d'urgence. Et donc et en Ukraine, au sein de l'opposition de la classe politique, il y a une sorte d'unanimité pour reconnaître que c'est quand même très très compliqué d'organiser des élections dans ces conditions. Donc je veux dire, voilà, si toutes les forces d'opposition, s'il y a une unanimité pour dire qu'on ne va pas faire des élections dans ces conditions, on voit mal comment Vladimir Poutine peut contester ça, mais bon. Voilà. Mais on voit la France qui met sa bouche quand il s'agit des pays africains. Là, on doit vite organiser les élections, que le pays soit en guerre, qu'il y ait eu des catastrophes naturelles, peu importe, on doit quand même faire les élections pour pouvoir mettre les gouvernements fantoches à la tête de la France. On fait que crier depuis le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont en guerre, non? Ils sont en état d'urgence. Mais chaque jour, il y a un article qui sort pour expliquer comment ils doivent faire les élections. Chaque jour, il y a les proxys français dans le pays qui veulent. Oh, faites les élections, faites les élections, faites les élections, faites les élections. Pourquoi? On fait les élections, pourquoi? Est-ce que le pays est dans les conditions pour faire les élections? Quand il s'agit de l'Ukraine, c'est facile à comprendre, c'est facile à assimiler, c'est évident. Et que c'est évident pour la communauté internationale qu'on ne peut pas faire les élections dans ces conditions. Pourquoi est-ce que dans l'AES, c'est donc beaucoup moins évident comme par hasard? J'espère que vous avez appris de nouvelles choses dans cette vidéo. J'attends votre avis et vos commentaires et on se retrouve une prochaine fois.